Voilà, je donne tout de suite la parole donc à Anne-Catherine Buzot et Denis Crollot qui vont animer cette deuxième table ronde. Comment transformer la société par la non-violence? Oui, merci. Dernière table ronde, comme l'a dit Serge. Je suis Anne-Catherine Buzot, coprésidente de Non-Violence 21. Dans le cadre de ce colloque, le MAN a souhaité donner la parole à des représentants de la nation de différentes sensibilités, maintenant de 2 sensibilités. Nous allons leur demander de partager leurs réflexions et leurs propositions sur la non-violence dans le champ politique. Je vais, avant de passer la parole à Denis Crollot, qui lui est membre du MAN Nancy, je vais vous présenter donc nos 2 intervenants. Donc, Madame Léa Balage-El-Mariki, qui est députée écologiste de la 3e circonscription de Paris, qui est membre de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Oui. Et Monsieur Dominique Potier est, lui, membre du Parti socialiste, député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle et membre de la Commission des affaires économiques. C'est bien ça? Voilà. Donc, Denis, je te passe la parole. Oui. Déjà pour remercier, parce que manifestement c'était compliqué, mais on y a réussi à faire ce colloque à l'Assemblée nationale, et je pense que vous pouvez applaudir les 2 députés qui sont à la base de ce colloque. Ensuite, je voulais donner un remerciement à des députés qui ne sont pas là, mais qui ont failli être là, et qui ont participé quelque part à ce colloque, parce que c'est un peu comme dans le milieu associatif, il y a quelque chose de l'ordre du réseau de connaissances et de confiance qui peut se mettre en place. Et là, je trouve que le mouvement pour une alternative non violente a élargi son réseau de confiance et de connaissances au niveau des députés. Donc je voulais parler de Édouard Bénard, Jean-Paul Lecoq, Elsa Faucillon, qui a failli être là, mais qui est retenue parce qu'elle est rapporteure, Emmanuel Djibaou et Daniel Simonet. Ce sont des gens qui ont entendu parler de ce colloque et dont on aura certainement des nouvelles autrement dans nos différents lieux d'expression. Et on peut rajouter Marie Pochon, qui, dès le départ, avait accepté, et puis député les écologistes de la Drôme, et qui finalement n'a pas pu participer. Alors, on a vu avec tous les intervenants précédents et puis la première table ronde que finalement le mouvement pour une alternative non violente et la non-violence en général essayent de répondre à une double violence, celle des humains entre eux et puis celle que les humains infligent aux vivants au sens large. Et c'est pour ça que la non-violence, elle est politique. Et que la non-violence, elle a une forme de présence au monde, à la fois active, militante et sensible, très loin de ce qu'il pourrait y avoir comme une pensée sur la non-violence qui serait une neutralité boutiquière ou du quant à soi. Et c'est justement là où voudrait nous enfermer la société de consommation et le libéralisme économique. Et donc, nous allons organiser cette table ronde un peu différemment que la précédente table ronde, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 questions auxquelles vous allez répondre. Et j'allais dire, ça serait pas mal, au vu du temps qui nous est imparti, que vous ayez sur chaque question des prises de parole de 4 minutes à peu près. Ce qui permet de relancer aussi les choses entre vous. Et puis alors, au niveau des questions du public, vous allez bien sûr avoir des rebonds dans vos esprits par rapport à ce qui est dit. Et donc Marion, qui est là et qui a déjà recueilli les questions lors de la première table ronde, va les recueillir, les classer par thématique et nous les donner.
Comme ça, nous pourrons éventuellement les relancer dans le débat. Voilà comment on va travailler la question. Et puis, vous m'avez dit que vous deviez nous quitter à 17h45 absolument pour des raisons tout à fait personnelles. Et donc, il faut aussi intégrer ces temps dans notre manière de travailler cette deuxième table ronde. Première question à Dominique Potier et à Léa Balázs-Edmariki. Aujourd'hui, les médias et le pouvoir politique ne parlent de violence que pour évoquer les actes de délinquance, rarement pour dénoncer les violences structurelles. Violences structurelles dont on a vu dans le précédent, dans la précédente tour de table que nombreux sont les citoyens qui les subissent. À partir peut-être d'une de ces violences structurelles, pouvez-vous nous dire quelle réponse le politique apporte aujourd'hui et pourrait éventuellement apporter demain? Alors, qui commence de vous deux? J'ai commencé. Merci beaucoup pour votre présence, pour l'organisation de ce colloque. En écoutant un peu la première table ronde, je me suis demandé à quel moment j'avais eu soit mon premier acte, en tout cas politique, non violent, ou à quel moment j'avais assisté et vraiment conscientisé que j'étais dans un moment particulier. Et en fait, ça vient très facilement. C'était au moment où... je suis béglaise, donc pour celles et ceux qui sont bordelais, ça vous parle. C'est le moment où Noël, ma mère, a célébré le premier mariage entre des personnes de même sexe, et c'était illégal à l'époque. Il l'a célébré à la mairie de Bègles, dont il était maire. Il était à l'époque aussi député, et il a été condamné pour ça. Et on voit bien, et c'est vraiment, ça a été un moment marquant dans la vie politique de nombreux béglaises et béglés. Parce qu'on s'est rendu compte que ça avait suscité du débat, donc ça avait fait bouger aussi la bataille culturelle dont on parlait tout à l'heure, et puis ça a permis la conquête de droits, parce qu'on s'est rendu compte de l'injustice que subissaient des personnes qui n'avaient pas le droit de se marier, alors qu'en fait, on comprenait pas très bien pourquoi des personnes n'avaient pas le droit de se marier ou de choisir de ne pas vouloir se marier. C'était aussi cette liberté totale qui n'était pas acquise pour nos amis, nos voisins, nos frères, nos sœurs, et c'était une problématique. Donc ça, c'était le premier moment. Et puis, il y en a eu d'autres dans ma vie, mais là, puisque vous parlez de violence systémique, et ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question, sur des violences systémiques que j'ai pu constater, je suis nouvellement élue, j'ai été élue à la faveur de la dissolution, et à la faveur d'une très belle campagne et d'une mobilisation sans précédent dans la 3e circonscription de Paris. C'était aussi dans ma vie précédente. J'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle Singa, qui travaille à l'inclusion professionnelle des nouveaux arrivants. Je dis nouveaux arrivants parce que au sein de Singa, et ça fait partie des éléments de réponse dans les mots qu'on utilise, eh bien, on n'a pas voulu utiliser le terme de personnes migrantes ou personnes immigrées, parce qu'en réalité, la migration, c'est seulement un mouvement. Et donc ça faisait appel à un mouvement perpétuel dans lequel se situaient ces personnes, ou alors l'exil qui constitue aussi un sentiment comme si on était arraché à quelque chose. Et en réalité, une personne nouvelle arrivante, elle a de différences avec nous, simplement que nous sommes des personnes locales et elles nouvelles arrivantes, et qu'elles ont peut-être la possibilité de devenir des personnes locales si elles le souhaitent à un moment donné. Donc, je travaillais à l'inclusion des personnes nouvelles arrivantes, et dans les violences systémiques qu'elles subissent, elles sont nombreuses, et on en parlait un peu tout à l'heure, dans l'accompagnement social, ça fait partie des violences qu'elles subissent, notamment des assignations à des voies professionnelles qu'elles n'ont pas choisies. Quand on accompagne des personnes nouvelles arrivantes, on se demande jamais qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu peux faire en France. Bon, c'est les métiers en tension, ça te permettra au moins de trouver un boulot, etc. Est-ce que tu dois apprendre le français, mais on lui demande pas si elle parle 14 autres langues, et en fait c'est souvent le cas. Et en réalité, c'est aussi cette violence d'assignation à des métiers, à une identité, à une culture,
Et donc, dans mon métier d'avant, et c'est ce que j'essaye d'importer aussi dans la réflexion politique que je porte, c'est comment est-ce qu'on déconstruit l'ensemble de ces violences pour y apporter des solutions. Et souvent, ça passe par une chose assez simple, c'est l'interculturalité, c'est-à-dire la rencontre et la capacité de pouvoir décentrer, mettre d'autres lunettes que les siennes pour pouvoir regarder la personne en face et surtout lui donner la même parole que la nôtre. C'est par exemple ne jamais demander à une personne d'où elle vient, parce qu'en fait, elle n'a pas à nous raconter ça, si elle n'a pas envie de le raconter. Mais plutôt, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et donc là, très concrètement, la réponse politique, je crois que c'est donner aussi la place et la voix aux personnes nouvelles arrivantes dans les débats politiques qui émergent, notamment, et on en parlait, de l'extrême droite qui déshumanise les personnes nouvelles arrivantes alors souvent d'ailleurs en les assimilant à des personnes délinquantes, en traitant les personnes comme des chiffres, comme des quotas, comme des masses d'individus qui se déplaceraient ou qui commettraient un certain nombre de délits, de crimes, ou qui n'auraient pas leur place dans la société. Donc on voit bien que le mouvement de déshumanisation de ces personnes nouvelles arrivantes, en fait, c'est un mouvement de déshumanisation de l'ensemble de la société, et que tout ça participe d'une même violence. Et je crois que dans nos paroles politiques, il faut aller chercher aussi l'empathie dans la capacité de pouvoir non seulement présenter des parcours, des visages, et non pas simplement de les présenter comme des témoignages, et je rejoins en ce sens tout le travail d'ATD Carmonde, mais aussi comme des expertises. En fait, son parcours, son vécu, c'est une expertise. Les personnes nouvelles arrivantes sont expertes de la migration. Elles ont des solutions à apporter sur les parcours migratoires, sur la manière dont on a d'inclure dans le pays. Elles ont des regards très précis sur les politiques publiques qui sont mises en place actuellement. Et c'est tout le travail que nous essayons de mener avec plusieurs parlementaires au sein de la commission des lois. Là, on sait qu'il y a une nouvelle loi immigration qui est en préparation. Plutôt que simplement s'opposer, comment est-ce qu'on peut raconter qu'en réalité, tous les problèmes que subissent les personnes nouvelles arrivantes, elles y ont réfléchi parce qu'elles les vivent et donc elles ont trouvé les solutions et donc elles existent, et comment est-ce qu'on les met en lumière. Et pour faire réduire la violence du discours qui va advenir, je crois que le fait de les faire porter par ces personnes nouvelles arrivantes est aussi une solution. Donc non seulement elles contribuent à élaborer la politique publique qui les concerne, mais aussi elles vont pouvoir les porter. Alors comme elles ne sont pas de nationalité française pour beaucoup, mais pas que, il y en a qui ont acquis la nationalité française. D'ailleurs, petite information intéressante, quand on débat avec des personnes d'extrême droite, il faut savoir que la première nationalité de l'immigration en France, en fait, elle est française. Il y a énormément de personnes qui ont acquis la nationalité depuis, et donc elles sont migrantes, mais elles sont françaises aux yeux de l'INSEE. Donc, pardon pour cette parenthèse, mais donc voilà, donc comment est-ce qu'on leur donne aussi la pleine place ? On avait organisé par exemple avec Singa et le concours de plusieurs parlementaires au moment de la discussion sur la loi immigration de janvier dernier. On avait fait venir les personnes nouvelles arrivantes en tribune, pour que celles et ceux d'extrême droite qui fustigent par racisme, xénophobie et toutes leurs conneries, ces personnes se rendent compte qu'il y avait des visages derrière ça. Il y avait des personnes qui subissaient cette violence et elles étaient présentes. Alors, ça demande de la préparation pour tout le monde, parce que c'est une violence qu'on se reçoit en pleine face. C'est des insultes, parfois, qui sont extrêmement fortes dans le débat public. Et donc, c'est une des réponses, en tout cas sur des violences systémiques, de construire les politiques avec celles et ceux qui les subissent. Merci. Je ne sais pas être trop long. OK. Dominique Potier. Et merci à vous. Je rejoins Léa pour saluer votre initiative. La qualité des débats, malheureusement, moi j'ai des interviews qui sont tombées là de France 2 sur des questions de phytopharmacie qui étaient un peu urgents, avec un rapport qui vient de sortir de l'inspection de l'environnement sur les masses d'eau. Donc j'étais pris, je n'ai pas pu assister aux tables rondes et à vos débats. Ça me manque, je vais peut-être ne pas être totalement raccord, mais vous me pardonnerez. Les agendas sont très compliqués. Moi, je vais essayer de répondre au mieux à votre question et dans les temps impartis. Vous opposez, a priori, permettez-moi d'être critique, hein, c'est l'esprit du lieu, hein, de l'Assemblée, mais aussi du MAN, hein, c'est le dialogue critique. Hein. On pourrait, dans la façon dont votre question est formulée, c'est disculper la délinquance banale parce qu'il y aurait des causes structurelles. Bon. Moi, j'ai toujours pensé que
quand la gauche voulait dénoncer les milliards d'évasion fiscale, je viens encore de redonner les chiffres des firmes phytopharmaceutiques, la presse que j'ai saisie à Bercy, elle ne gagne pas pour autant à justifier la fraude sociale banale. Moi, j'ai toujours fait campagne sur le thème, et je suis en désaccord avec une grande partie de la gauche là-dessus, en disant 1 euro de volé, c'est pas bien. Mais 1000 euros de volée, c'est pas bien. Et 1 million d'euros de volée, c'est ni l'un ni l'autre. Et je ne vois pas au nom de quoi les causes structurelles des injustices économiques pourraient justifier d'une façon ou d'une autre les délinquances ou les incivilités ou tout ce qui peut pourrir la vie de nos concitoyens. Ça serait être complètement aveugle et sourd de ce qu'est la perception dans les milieux populaires dont je suis issu, dont je suis un des survivants. Il reste 2 députés de gauche dans le quart nord-est. On ne parle pas de la même réalité, on ne parle pas des mêmes milieux, des mêmes sociologies. Il reste 2 députés. Si vous prenez la région Bourgogne-Franche-Comté, nord-est et nord, il reste François Ruffin et moi. Donc ça ne me donne pas une autorité particulière, mais j'aimerais qu'on soit entendu quand on appelle au secours et en disant ce mépris de l'insécurité banale, des incivilités, de ce qui est vu par les gens dans des villages comme le mien, dans des milieux populaires comme le nôtre et tout. Si on ne l'entend pas parce qu'on dit la vraie cause, c'est Bernard Arnault, c'est Total et tout, mais on est complètement à côté de la décence commune et de la population qu'on entend reconquérir en termes de conquête démocratique, de délibération, etc. Pour moi, je veux le dire, j'ai toujours été un maire charitable pour la rédemption, mais sans pitié pour la condamnation des petites délinquances, parce qu'elles font partie du contrat social. Et j'ai aucune honte d'avoir été un maire sévère, coopérant avec la gendarmerie, étant dans la répression de tout ce qui pouvait créer un sentiment d'insécurité dont on sait qu'il génère des extrêmes et qui nourrit les extrêmes. J'ai toujours été en même temps extrêmement investi dans la réparation des personnes, leur seconde chance, et on se bat actuellement pour une prison anti-récidive, des sorties de prison et tout, sur des innovations incroyables d'insertion sociale, de réparation sociale, etc. Et tout, les deux en même temps que je suis un combattant de l'injustice économique et des désordres du service public, quoi. Mais j'ai jamais hiérarchisé l'un ou l'autre, quoi. Donc votre question, elle m'a d'abord surpris, quoi. Je le dis, provocation amicale. Je ne vois pas au nom de quoi l'un justifierait l'autre ou banaliserait l'autre, quoi. Ça serait une folie. Alors si vous voulez que l'extrême droite soit au pouvoir demain, c'est ce qu'il faut continuer à faire, quoi. On ne sera pas entendu. Il faut combattre l'un et l'autre. Et moi, mes combats sur les causes structurelles, je vais en donner 2-3 exemples. Je viens de témoigner, je vais commencer par ça, du fonds Phyto Victimes. Il y a des personnes qui, unitéro, à leur retraite, dans leur vie professionnelle, ont été contaminées par des produits pesticides, parce qu'il n'y avait pas de consigne de sécurité, parce que des molécules n'avaient pas été interdites à temps, parce qu'il n'y avait pas de consigne, etc. Bon. Aujourd'hui, elles ont des maladies graves. Il y en a une dizaine qui sont répertoriées, il y en a une dizaine en examen dans le tableau AT-MP de la MSA et de la Sécurité sociale. Et on s'est battu pour qu'ils soient remboursés à 100%. Et cette logique de réparation, elle crée une logique de prévention. Elle est financée par les firmes qui le contestent. Je suis l'auteur de la création de ce fonds Phyto Victimes qui, comme dans tous les processus démocratiques et de justice, pensez-y, et j'en pense à Mireille Delmas-Marty, qui est pour moi une des plus grandes inspiratrices du droit contemporain. Il faut lire et relire La Génération Résistance, la hauteur de vue sur l'hospitalité, sur la justice, sur la mondialisation de Mireille Delmas-Marty. Il faut redire l'irréductible humain, nommer les responsables, en l'occurrence les États et les firmes transnationales, et par leur responsabilité et leur capacité à réparer leurs fautes, engager des politiques de prévention. Il n'y a pas de politique de prévention des risques et de la violence qui ne se fasse sur le fait de nommer les responsabilités et d'engager les poursuites en civil, en pénal, etc. de la réparation. Il n'y a pas de politique de prévention. Les lois Nadeau en 1898 sur les lois accidents du travail ne sont pas des lois de prévention, ce sont des lois de répression, qui créent la causalité. Pour la première fois dans le monde industriel naissant à la fin du 19e, Martin Nadeau, maçon de la Creuse, au bout de 10 ans de combat législatif, instaure le principe de causalité entre l'employeur et l'accident du travail. À l'époque, le journalier qui perd un bras, un œil ou la vie, on considère que c'est la fatalité ou la maladresse. Pas de chance, pas habile, pas doué, quoi. Voilà, bon. Il faudra 10 ans de combat législatif pour qu'on considère que l'employeur a quelque chose à voir. Dès lors que l'employeur a quelque chose à voir dans le droit, il crée des caisses accidents du travail pour réparer, et en créant des caisses accidents du travail, pour les équilibrer, ils mettent en place des systèmes de prévention, non par charité, mais pour équilibrer leurs caisses de mutualisation du risque pour la réparation des dommages. Et les accidents du travail vont être divisés par 10 en France, puis en Allemagne, en Europe, partout.
Donc on crée les bases de l'État-providence sur le principe de responsabilité de réparation de la faute qui crée un système de prévention. Là, on est dans la prévention de la justice par le fait de nommer. C'est ce qu'on a fait avec Phyto-Victime. C'est ce qu'on a fait également avec une autre loi dont je suis fier d'avoir été le rapporteur avec des écologistes, avec des communistes, mais également avec des centristes et quelques républicains courageux. C'est la loi de devoir de vigilance des multinationales qui crée un principe de responsabilité des actionnaires des firmes quant aux activités qui lèvent le voile juridique avec les activités de leurs sous-traitants et de leurs filiales. Cette loi adoptée en 2017 au bout de 50 combats ardus avec la société civile et le monde intellectuel et le Parlement contre le gouvernement et contre tous ceux qui ne voulaient pas de cette loi, a prospéré en Europe au point de devenir une directive européenne en avril 2023. J'étais au Canada il y a 15 jours et je suis invité au Japon prochainement parce que le monde est en train de se saisir de cette directive européenne qui est née ici, à l'Assemblée nationale, et qui dit que quand un enfant, pour gagner quelques centimes, fabrique des chaussures au bout du monde, quand un immeuble s'effondre, comme à Dhaka au Bangladesh en 2013, lorsque des nappes sont polluées ou que l'air est pollué, les actionnaires des multinationales qui ont sous-traité dans des conditions économiques impossibles ces travaux et cette sous-traitance de ces filiales sont responsables devant le juge. Donc elles ont le devoir d'avoir un plan de vigilance et le juge va juger de l'effectivité de ce plan de vigilance. C'est une révolution dans le capitalisme. Elle sera lente, comme les lois Nadeau, mais elle va produire ses effets. Et c'est ça que j'appelle le combat contre les causes profondes des désordres. Et puis j'ai gardé un dernier exemple, c'est celui de la lutte contre l'accaparement des terres. Partout où les terres, c'est ce que disent un géopolitiste qui s'appelle Pierre Blanc, qui est un copain de Bordeaux, avec qui on a fait un bouquin commun qui s'appelle La Terre en commun, plaidoyer pour une justice foncière à la Fondation Jean Jaurès, il est libre de droit en numérique, vous pouvez y accéder. Dans ce bouquin, à trois, deux universitaires et moi, on a fait un travail sur la question de la propriété foncière et de son partage. En gros, ce que dit le géopolitiste, c'est sur 2 siècles et sur tous les continents, partout on partage la terre comme symbole de la ressource de la nourriture, mais également de la richesse minérale, de l'eau, et enfin de tout, le sol comme richesse potentielle. Partout où on le partage, on a des sociétés démocratiques et une prospérité sociale. Partout où elle est accaparée, on a des systèmes ultralibéraux et autoritaires à la fois et des fractures sociales. Donc le partage est la base de tout. Or, le foncier qui était régulé dans notre pays depuis l'après-guerre est en train de se déréguler sous la pression des sociétés financières, du marché de l'énergie, des compensations carbone. Il est l'objet, en France, mais surtout dans le monde, d'un système d'accaparement qui est d'une violence inouïe et qui va contribuer à l'accélération du dérèglement climatique parce qu'on perd les fonctions écosystémiques des sols par leur spécialisation, etc. Donc voilà mes combats, voilà ceux que je porte. Je donnais 3 exemples, il y en a d'autres, pour lutter contre les violences de système, les causes structurelles des désordres du monde. Mais je leur dis en clin d'œil à la fin, ça ne m'a jamais empêché de poursuivre jusqu'au bout la réparation des 100 balles du portail de jardin, du graffiti sur l'église ou de toutes les délinquances qui créent ce sentiment d'insécurité. Voilà. Donc je n'oppose pas les insécurités et je pense que la justice passe par l'autorité, la réparation et bien sûr après le pardon et la charité. Mais si on ne met pas dans l'ordre, on est complètement à côté de la plaque. Merci. Je pense que vous pouvez commencer à faire circuler les petits papiers et les questions. Voilà, comme ça, elles pourront déjà être préparées et nous arriver tout à l'heure. Et peut-être qu'on reviendra sur les sujets qui viennent d'être évoqués par l'une et l'autre. Je vais vous proposer la deuxième question. La société civile est porteuse de nombreuses luttes sur le terrain social, écologique et politique. Donc on les a pas mal évoquées au début de cet après-midi, y compris ou surtout dans la table ronde. Dans ces luttes, la question de la violence ou de la non-violence est aussi évoquée aussi tout à l'heure, la complémentarité éventuelle des luttes violentes et des luttes, enfin de la violence et de la non-violence dans les luttes. Cette question de la violence et de la non-violence anime les débats sur les moyens légitimes à utiliser en démocratie. Quel est votre regard sur ces luttes ? Pensez-vous que les luttes non violentes soient porteuses de changements en profondeur ? On reprend la même chose. Alors, moi, je refuse les luttes violentes, un peu dans la dialectique des justes de Camus, en fait. J'y arrive pas. Je ne peux pas m'y contraindre. Je pense qu'il y a toujours une autre solution à chercher des moyens non violents
d'aller trouver la solution à la situation qui nous est posée. Je voudrais quand même dire que cette dialectique de la violence-non-violence, en fait, elle est reprise par les médias pour assigner dans le champ de la violence l'ensemble des luttes non violentes aussi. C'est-à-dire que la question de la désobéissance civile devient une lutte violente dans le regard d'un certain nombre de commentateurs et de législateurs également. Puisqu'on a une stigmatisation des modes alternatifs pour certains, en tout cas qui sont pour nous non violents et assez habituels, dans la manière de pouvoir procéder à nos luttes. Et en ça, ils sont en train de saper un des fondements de la démocratie, notamment en s'attaquant aux libertés associatives. Par exemple, c'est-à-dire que de manière très précise, très mécanique, très méthodique, on a un État qui de plus en plus vient s'attaquer aux libertés des associations. Pas forcément à la liberté de s'associer, mais aux libertés des associations. Quand on voit que l'argent public qui est donné aux associations, j'avais un chiffre, avant c'était à peu près sur l'ensemble du financement donné aux associations, en 2005, c'était 1 euro sur 2 qui venait de l'État, de l'argent public. Donc, choisi de manière démocratique. Et bien maintenant, c'est 1 euro sur 5 qui vient de l'argent public. Donc on voit bien qu'il y a un problème, c'est que l'État non seulement se retire de sa capacité à pouvoir soutenir des associations qui luttent, qui servent parfois de poil à gratter, etc. Mais en plus, il va donner tout le champ au privé. Alors parfois, le privé, c'est nous, via des dons, mais parfois, le privé, c'est aussi des fondations, etc. Donc ça, c'est comment est-ce que l'État... c'est une forme de violence, va aller dans les poches des associations, les contraindre. Et on le voit, il y a des violences aussi qui sont faites à l'égard des associations quand on est élu local. Par exemple, il y a une association qui nous embête un peu, on ne va pas lui attribuer sa subvention après. Et c'est un danger pour la démocratie. Je ne dis pas ça pour toi en tant que maire, moi j'ai été élue à la vie associative et je sais qu'on y est attaché, mais... Enfin, vraiment, on a des exemples très précis d'associations qui se sont vues refuser. Et c'est notamment le cas quand l'extrême droite prend le pouvoir dans des collectivités. En fait, elle sape l'ensemble des financements au secteur culturel, au secteur de la solidarité. Et toutes les associations qui ne lui plaisent pas sont retirées du champ de l'action avec lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'est la première phase de la répression. La deuxième phase de la répression, c'est la question autoritaire. En fait, on va aller... auprès des associations, contraindre les dirigeants associatifs, regarder ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce que l'ensemble des membres des associations font. Et c'est l'acmé de toute cette affaire, c'est le contrat d'engagement républicain qui a obligé un certain nombre d'associations, Alternatiba en fait partie à Poitiers, de montrer patte blanche. Ils n'auraient ni des opinions ni des pratiques qui seraient contraires à des engagements républicains, tout ça étant assez peu matériellement défini, alors qu'en réalité la République c'est assez facile à définir, mais les engagements républicains, la jurisprudence ne le définit pas tellement. Et donc, on a cette violence qui va aussi s'installer et des libertés associatives qui sont menacées. Et puis, le troisième danger, là, celui qui arrive et qui est très important, c'est celui de la violence réputationnelle aussi à l'égard des associations. Je vous prends l'exemple de la CIMAD, par exemple. La CIMAD se fait souvent stigmatiser sur les plateaux télé en expliquant qu'ils aident des personnes étrangères, qu'à travers ça, on va aider des personnes étrangères qui pourraient commettre des délits, des crimes, des attentats, etc. Et donc, en fait, on se retrouve avec la CIMAD, dont les bénévoles sont en danger. Il y a des bénévoles qui ont reçu des courriers avec des lames de rasoir dans des enveloppes. Et donc, on voit bien qu'on arrive à une violence qui est extrême à l'encontre des bénévoles de la CIMAD, de ses dirigeants. Et donc... je veux dire, si on a face à toutes ces associations un déferlement de violence, et en plus on les fait entrer dans le champ de la violence. Et la réponse, elle doit toujours être celle de la non-violence. Et c'est ce que le monde associatif est en train de plus en plus de faire, de se coaliser ensemble, enfin de créer des coalitions autour de projets, de thématiques et de lutte contre cette violence qui est en train de... Le fait de aussi écrire son histoire.
Je crois que c'est important de pouvoir écrire l'histoire du mouvement associatif, par exemple, du mouvement des luttes. Ça participe à ne pas laisser les autres écrire l'histoire à notre place et donc d'aller justement faire ce faux débat entre la violence, la non-violence et les modes non-violents qui seraient intégrés désormais dans le champ de la violence, qui est complètement faux. Mais on a du mal à le prouver maintenant et donc il faut pouvoir y contribuer et ce colloque en fait partie. Non, je partage comme Léa le fait que tout combat qui s'engage sur le terrain de la violence est voué à générer lui-même de la violence et à discréditer les causes qu'il entend poursuivre. Moi, j'aime beaucoup cette... j'ai pas entendu votre exposé, monsieur, mais on m'a promis de vous envoyer votre texte, ou on me l'a déjà envoyé, mais je l'ai pas vu, mais sur la fin, les moyens. Moi, je chéris une phrase d'Éric de Lucas que j'ai beaucoup recyclée. J'aime beaucoup Éric de Lucas, non-violent parmi les non-violents. Hein, c'est, bon, il faut lire en permanence et entendre la sagesse et la force d'Éric de Lucas. Et il dit une phrase du genre... J'aurais dû la rechercher, pardon. Éric Lucas dit on dit toujours que la fin justifie les moyens. Moi, je prétends que c'est aux moyens que l'on met en œuvre le respect, l'écoute, l'honorabilité, la patience, etc. et tout, que l'on mesure si les fins méritent d'être poursuivies. Je peux vous donner la version authentique, hein, là je le fais de mémoire. Enfin, cette inversion, elle me paraît extrêmement importante. Donc c'est effectivement aux moyens que nous mettons en œuvre que nous mesurons la machin. Et je crois profondément que la non-violence, c'est une révélation aujourd'hui, hein, j'aimais cette phrase, je ne savais pas pourquoi, je crois que c'est ce qu'elle dit quelque chose de vous, hein, de ce qu'elle émane profondément. Donc la fin ne justifie pas les moyens, et les moyens qu'on met en œuvre disent quelque chose de la fin à atteindre et de sa justification au sens de ce qui est juste. Bon. Donc ne pas tomber dans le piège de la violence, ni pour des raisons éthiques, ni pour des raisons pratiques, parce que le discrédit est assuré, puisque les forces que vous avez en face de vous, y compris en prétendant atteindre des causes justes, sont bien plus puissantes que vous. Donc le cycle de la violence va se retourner contre vous de façon mimétique, quoi. Donc il faut casser ce cycle de la violence et la force du man et d'affirmer cette prophétie et de la mettre en œuvre. Ce que je voudrais dire, donc on partage ça avec Léa. 2, je dénonce avec elle la question de la violence faite aux ONG. J'étais extrêmement surpris. Une ancienne ministre, son nom ne me revient plus, je me retrouve dans la nuit de la justice. C'est un truc qu'ils font dans les tribunaux, ils organisent des débats. Et je suis invité autour du devoir de vigilance à débattre contre une ancienne ministre devenue, je ne sais plus quoi, enfin, aux places dans la justice, et qui attaque violemment notre affaire à tous, etc., en les qualifiant d'ingérence étrangère, de machin, mais j'ai entendu, c'était d'une violence stupéfiante. Bon, ils étaient dans la salle, ils commençaient à devenir pâles, de colère, enfin vraiment, hein. Et j'ai pu, inspiré par leur rage, j'ai pu lui rentrer dedans en rappelant que dans les conflits entre les ONG et les multinationales, il y avait d'une part des gens qui étaient très peu nombreux, qui gagnaient, dans le meilleur des cas, 2000 balles par mois, et qu'en face, il y avait des avocats qui, eux, étaient gagnés au minimum 20 000 balles par mois, et qui étaient une armée d'avocats qui étaient au service de ces mêmes multinationales. Donc, où était le rapport de force, où était la vérité? Enfin, ce discrédit fait aux ONG, quand je dis ça, ce discrédit systématique et calculé est de mauvaise foi, parce qu'il peut arriver qu'une ONG, compris malgré elle. Il n'y a pas de raison parce qu'on est dans le camp du bien, qu'on est le bien et qu'on est sain, quoi, hein. C'est pas, ça ne s'autoproclame pas. Il se peut qu'une ONG, ici ou là, soit pervertie incidemment par un fonds étranger qui est malveillant par ailleurs. Elle a le droit à l'erreur, enfin ça peut arriver. Je pense que c'est extrêmement marginal, parce qu'il y a des systèmes de sécurité, de prévoyance, c'est tout qu'ils font. Mais ça peut arriver, comme dans toute entreprise humaine, comme nous-mêmes, comme personnes, que nous commettions des erreurs. Donc il se peut qu'une ONG ait bénéficié de fonds qui avaient un effet indirect sur une multinationale ou une concurrence. C'est absolument marginal et c'est accidentel. De façon systémique, les ONG se protègent, conseil de surveillance, conseil scientifique, contrôle entre pairs, mais une erreur est possible. Et faire de cette petite erreur, de cet exemple, une généralité est d'une violence inouïe. Et j'ai eu l'occasion là d'être donc l'avocat de ces ONG, donc je te rejoins totalement. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans cette, comment on appelle ça, ONG bashing, comment c'est, je sais pas, ça doit être, ça a un nom, je sais pas, vous pourriez l'inventer. Bon. Je suis plus dubitatif sur la question du contrat d'engagement républicain, parce qu'il se... Je vais simplement dire, alors je ne connais pas dans le détail ce qu'il est, mais j'imagine le fond culturel dans lequel il s'est créé. Le fond culturel dans lequel il s'est créé, il pourrait être celui d'une forme de naïveté.
Et je vais le dire sans provoquer, parce que je n'ai pas de certitude là-dessus. Est-ce que vous admettez, Oman, que quelqu'un qui est en politique, dont ce n'est pas la spécialité, vous avez compris que mes sujets, c'est la transition écologique, c'est l'économie, l'aménagement du territoire, où je pense avoir un peu d'autorité, au bout d'une expérience concrète d'entreprise, d'élus, de députés maintenant. Sur ce sujet-là, je ne sais pas grand-chose. Donc vous m'invitez à réfléchir, et je vous dis avec pauvreté que je ne veux pas tomber dans le panneau de dire « oui, vous avez raison, c'est dégueulasse, machin et tout ». Je dis, d'abord, je mets le doute, je pose la question, je pose les termes du débat dans ma tête, et je peux me tromper. Je dis qu'aujourd'hui, le contrat d'engagement puricain peut être un antivirus, un antidote sur des manipulations de type mafieuse, de type sectaire, de type d'influence, pour le coup étrangère, pour le coup d'influence religieuse, mais dans le sens d'une influence dogmatique, et que, à un moment donné, lorsqu'il y a délégation de service public ou contrat à travers une subvention, que l'État, sous une forme ou une autre, et en des termes qui resteraient à préciser, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le contrat d'engagement républicain, disent « nous mettons quelques verrous pour vérifier que l'association qu'on fonctionne n'est pas sous domination, sous emprise, machin et tout, et qu'elle respecte globalement les principes républicains », moi, a priori, et ça va peut-être vous faire hurler, mais je ne trouve pas que c'est tout à fait... c'est complètement anormal. Si le reste du registre du droit ne permet pas d'évacuer ces questions-là, la liberté d'association peut être totale, mais il n'y a pas une obligation de liberté dès lors qu'il y a subvention ou délégation de service public à une association, ce qui est commun aujourd'hui. J'étais au lancement des banques alimentaires tout à l'heure. Le ministre venait dire on donne tant d'argent, il y a un contrat avec l'agroalimentaire, etc. Donc il y a un système organisé où l'État est quasiment en délégation de service public de la prise en charge de quelques millions de Français qui n'auront pas assez à manger. On peut penser que ce n'est pas le bon système, je le pense aussi, mais qu'en attendant, c'est mieux que d'avoir faim. Bon, voilà. Mais donc il y a une forme de délégation de service public. Que le ministre Paul Christophe, ce matin, ait vérifié, mais il l'a fait en marche courante, quoi, que les banques alimentaires ne sont pas infiltrées par je ne sais pas quoi, qu'elles ne sont pas sous domination de tel machin et tout, ça ne paraît pas complètement bouleversant. Et que, par exemple, on ne conditionne pas la distribution de l'aide alimentaire à une appartenance religieuse ou ethnique, ou je ne sais pas quoi. Donc dire a priori, hurler a priori en disant que l'État opère un contrôle dès lors qu'il y a contractualisation, dès lors qu'il y a contractualisation, sur ce qui est fait sur la sphère publique au nom de machin et tout, moi, je ne hurle pas par principe. Je me dis au contraire qu'il est en train de nous protéger, comme on se protège des mafias, des influences étrangères et tout. Et heureusement, sinon, ça serait d'une naïveté totale. Elle serait d'une candeur totale. Je ne connais pas le sujet précis, mais je voudrais simplement le poser. J'ai été alerté par des associations d'inspiration religieuse qui ont un rôle humaniste et qui travaillent à l'éducation populaire, qui se sont sentis inquiétés. Et j'ai même plaidé en leur faveur pour que ce projet ne les mettent pas en cause. Donc j'étais l'avocat de ceux qui auraient pu être discriminés par ça. Mais je dis que par principe, écarter cet antivirus, antidote qui protège la République des démons qui ne sont pas que le capitalisme financier, mais qui peuvent prendre la forme de fanatisme ou d'autres influences, ce n'est pas un sujet obscène, c'est un sujet républicain et démocratique normal. Ou alors on serait d'une candeur absolue, c'est de penser que dès lors qu'on est associatif, on est dans le camp du bien, et que le secteur associatif, par nature, au nom de sa liberté de loi 1901, peut faire n'importe quoi dans notre pays. Je ne le pense pas. Alors, je pense qu'on entend tout à fait ce que vous dites, mais peut-être en creusant un peu plus ce texte qui nous a préoccupés les uns et les autres, peut-être que vous voulez donner quelques éléments pour répondre. J'enseigne personne, mais peut-être voilà. en une minute. En fait, l'arsenal législatif pour contrôler les associations et le bien fondé des associations existait déjà. Il y a la question de la dissolution des associations prononcée en Conseil des ministres. En fait, elle existe déjà et elle permet de sanctionner toutes les associations qui sont dans le champ de l'illégalité. Chaque association, et tu l'as bien vu, elle doit justifier chaque euro dépensé avec des bilans, etc. Et la préfecture pouvait déjà, avant le contrat d'engagement républicain, surseoir à des subventions qui étaient données à des associations. Là où le contrat d'engagement républicain il est dangereux, c'est qu'en fait il vient jeter un discrédit sur l'ensemble du mouvement associatif, comme si elle ne respectait pas
les engagements républicains qu'elles respectaient déjà, sinon elles étaient de toute façon soumises à l'illégalité. Et puis ensuite, ils ont étendu le champ du contrôle, et c'est là où ça a été rendu problématique, et je m'arrête là, c'est que c'est pas non seulement la question des actions, la question des dirigeants associatifs, c'était aussi la question des membres des associations. Donc des associations qui ont 10, 15, 20 000 membres. Il y a un tocard, à un moment donné, qui sur Facebook fait une publication à la con. En fait, l'association pouvait être engagée au titre de du contrat d'engagement républicain sur cette personne dont en fait, le lien était très distendu. Et donc c'est là aussi où on a eu une difficulté des associations qui se sont dit, là, on ne sait plus faire notre boulot d'aller fliquer, entre guillemets, nos bénévoles, parce que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est travailler avec nos bénévoles. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit exclure, faites-nous des alertes, on le fera. Mais on ne le fera pas parce qu'on nous enlève une subvention. On le fait parce que c'est bien de le faire. Merci beaucoup. Je vais... Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est la façon de s'y opposer, elle ne doit pas être une candeur. En l'occurrence, les alertes que j'ai eues, et j'étais encore une fois l'avocat des associations, mais il est posé par principe que quand l'État pose des limites à la liberté associative, c'est mal. Alors là, c'est une naïveté totale. Moi, je ne suis pas de ce monde-là. Comme républicain, je ne suis pas. C'est pas possible. Personne n'est candide et naïf ici. Hein. C'est dommage que vous n'ayez pas fait la première partie, si je peux me permettre, de l'après-midi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a décortiquées, de systèmes de domination, etc. Le problème étant les zones, toujours non pas les zones claires, mais les zones grises. Typiquement, comment, au regard du compte de ce fameux pacte républicain, on peut interpréter une association qui fait des formations à la désobéissance civile? Est-ce que c'est dans la République ou est-ce que c'est trop critique pour la République? Et là, on a vu des cas concrets où ça avait été utilisé, notamment contre Alternatiba, puisque désobéissance civile était considérée comme anti-républicain. Voilà. Donc, Dominique Potier prend le temps de réfléchir, de répondre. Ce que je peux aussi reformuler, c'est ce qu'a dit Sylvine Bouffaron, c'est qu'il n'y avait pas dans la table ronde précédente d'associations qui étaient dans la naïveté, mais au contraire dans une forme de dynamique collective de mobilisation. Alors, vas-y Dominique, peux-tu nous répondre à ces deux interpellations spontanées, puis après on reprendra le cours de notre colloque normal. Oui, moi j'entends la critique de ne pas avoir été là. Je vous assure qu'encore une fois, on enchaîne des rendez-vous. Voilà, non mais je veux dire, la critique était, on a accueilli, on fait, voilà, bon, je vous assure, on n'est pas des spécialistes. Vous n'avez pas accueilli un spécialiste du MAN. Hein. Je ne suis pas membre du MAN, je suis membre de plein d'autres associations dont je peux parler avec aisance. Je ne suis pas spécialiste du MAN et de la non-violence. Donc je viens avec des questions de généralistes, avec une réflexion, et vous devez accepter qu'elle puisse vous heurter sans être offusquée. Enfin, sinon, ça serait inquiétant, quoi. Ça serait inquiétant, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Donc, et je l'ai dit, j'ai plaidé pour une forme d'innocence en la matière. Je ne connais pas ce sujet. Seulement, j'essaye d'apporter un regard critique sur ce qui paraît une évidence. Tout le monde sourit, dit oui, c'est comme ça. Je dis attention. Je mets un warning. J'ai pas assisté à votre débat, donc je ne connais pas la technicité du débat. Je dis, par principe, la République pose des limites, et heureusement. Ce qui est privé n'est pas bon naturellement, ce qui est associatif n'est pas bon. Voilà. Après, si on rentre dans la précision des sujets, et j'ai été dans un militant associatif, j'ai mené des combats. Enfin, je suis pas. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis très engagé. Quoi. J'ai pas de. Je pense je sais pas. C'est pas une découverte pour moi ces sujets-là. La question de la désobéissance civile, très précisément. Elle est une question. Et là, je vais peut-être vous choquer. On est sur un territoire où, chez nous, je prends les deux polarités extrêmes du sujet de la désobéissance civile. Et puis, je le mets comme pour moi, c'est un sujet de réflexion intérieure. Je peux être faux cul et je pourrais vous dire, vive la désobéissance civile, vive le MAN, tout ce que vous dites est vachement bien et tout. J'essaie d'être un petit peu dans un esprit critique et de dire ma pauvreté là où j'en suis. J'ai deux exemples devant moi, un issu de l'histoire. J'ai participé à sa réhabilitation, tout le monde l'avait oublié, Georges Hans, un des policiers de Toul. On connaît ceux du commissariat des Justes à Nancy, hein, c'est un commissariat entier qui sauve la rafle des Juifs en 1942. Bon, c'est un cas unique où le commissariat est nommé juste parmi les nations, mais il y a un homme qui a fait la même chose à Toul et qui a sauvé des centaines de personnes par son courage et son héroïsme. Bon. Cet homme, on le réhabilite et on dit c'est la victoire de la désobéissance. Et moi, j'ai célébré ça, hein, c'est affiché dans le commissariat, au nom de la désobéissance. Donc j'ai célébré cette désobéissance. Et en même temps, je me dis que cette désobéissance, demain, à tout moment,
elle peut être le fait de groupes fascistes qui refusent d'obéir aux lois de la République. C'est vrai, elle peut faire de la désobéissance civile, même pacifique dans l'absolu, qui refusent les principes républicains et qui s'y opposent parce qu'ils sont d'extrême droite, etc. Ça peut arriver. Donc, moi, je ne sanctifie pas, je n'essentialise pas la désobéissance civile comme étant du côté du bien. Je dis que c'est un instrument qui peut être au service du bien, mais qui n'est pas dans l'absolu comme désobéissance civile. Sinon, ça veut dire que la désobéissance devient un absolu en tant que tel. Et dans ce cas, il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie. Puisque n'importe quel groupe privé ou quelle personne peut s'affranchir de la loi commune au nom de sa liberté de conscience et de sa désobéissance. Donc ça ne peut pas être un système, que ça soit une faculté et qu'elle soit protégée, mais protégée avec discernement, mais sans être essentialisée, ça me paraît absolument essentiel sur le plan philosophique. Et peut-être que je suis minoritaire, mais je l'assume, je veux être lanceur d'alerte là-dessus en vous disant, n'essentialisez pas la désobéissance civile, parce qu'elle serait naturellement du côté du bien, c'est une connerie. Pour moi, c'est une connerie, parce qu'elle peut donner les capacités à des groupes factieux de casser la démocratie. Alors, je crois qu'il y a aussi une règle parmi nous et dans les associations non violentes qui est de respecter les règles qui étaient fixées au départ. Et donc, excusez-moi, je sais que ça provoque du débat. Moi, j'ai presque envie de dire... Vous nous réservez une salle pour dans un an pour un débat sur la désobéissance civile. Parce que là, si je laisse parler les uns et les autres, on peut y passer plus que la soirée. Donc, je vous propose de revenir à nos questions initiales. On sait qu'il y a clivage là-dessus, ou en tout cas désaccord, ou matière à discussion, en tout cas. Je ne sais pas comment il faut le formuler. Non, voilà. Donc, je vous propose de revenir à la deuxième partie de la question que j'avais posée. Et qui était, est-ce que vous pensez que certaines luttes non violentes sont porteuses de changements en profondeur ? Voilà. Ou est-ce que pour vous, ce sont plutôt des méthodes et des luttes qui peuvent changer ponctuellement, est-ce que vous avez des exemples ou des luttes non violentes où on fait, par exemple, progresser une loi et donc changer radicalement une décision ? Alors, vous en avez cité tout à l'heure. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon exemple de la question de la désobéissance civile faite par Noël Mamère au moment des débats sur l'égalité devant la loi pour l'ensemble des personnes qui souhaitaient se marier ou pas se marier. Enfin, en tout cas, l'accès à cette égalité. Je ne sais pas si intrinsèquement... Enfin, je l'interroge aussi, si intrinsèquement l'ensemble des luttes non violentes concourent à un changement en profondeur. Je ne sais pas si c'est leur finalité. C'est aussi à elles de décider si elles souhaitent poursuivre ce but ou si elles souhaitent poursuivre un but plus particulier. Je crois que de toute façon, si elles arrivent à bouger un certain nombre de lignes et à emporter et à convaincre un certain nombre de personnes à travers ça, elles iront de toute façon changer en profondeur des collectifs, des gens, des territoires, et que ça contribuera par capillarité à changer en profondeur l'ensemble de la société. Mais je crois qu'il ne faut pas assigner à l'ensemble des mouvements qui contribuent par leurs actions non violentes à changer le monde qu'elles sont en capacité chacune à pouvoir le faire. Ce serait un destin un peu trop lourd à porter. Oui, moi je crois même que les luttes non violentes sont les plus efficaces aujourd'hui. Que la non-violence est la méthode, le processus le plus puissant de transformation du monde. Il passe pas seulement par des manifestations organisées ou par des actes symboliques, il passe par des choix de vie, des conversions de vie. Moi j'étais hier avec une jeune femme qui a choisi, comme infirmière, de ne pas être dans un service de cardio ou de faire de l'intérim, mais de faire soins palliatifs. 2, elle a choisi d'arrêter d'être soins palliatifs dans un arrondissement de Paris bien coté pour le faire en Seine-Saint-Denis. Et ben, ce parcours de cette femme, je me fous un peu qu'elle soit de droite, de gauche, je ne sais pas quoi et tout, et c'est un parcours révolutionnaire par rapport à la société d'aujourd'hui. Les jeunes qui renoncent aujourd'hui à voyager en avion, sauf obligation absolue, etc. et tout, sont dans un acte d'engagement personnel et tout qui change le monde. Ils font des choix, ils posent des actes qui changent le monde. Donc moi je crois que c'est pas uniquement la manifestation
non violente, symbolique devant Bercy, et j'en ai fait je sais pas combien et tout, sur le devoir de vigilance, sur les paradis fiscaux, sur tout ça et tout. Je suis de tous ces combats-là, on a été de tous ces combats-là, jeune, moins jeune, j'ai passé ma vie dans des engagements comme cela. Mais ils sont surtout dans l'authenticité d'un engagement total de la personne qui met en cohérence sa foi, ses convictions, sa profession de foi dans la vie, dans la politique, dans le monde, avec sa propre vie, et qu'il le fait en lien avec d'autres, en entraînant d'autres, etc. Donc je crois que ces façons de lutter contre le matérialisme, l'individualisme, l'ultralibéralisme, les systèmes autoritaires et tout, par l'expression de nos libertés de choix ou l'affirmation de ces libertés, sont des éléments extrêmement les plus prometteurs. C'est eux en tout cas qui me font bondir de joie, quoi. C'est eux qui aujourd'hui me paraissent les plus prometteurs, parce que contre ces manières de lutter contre les différentes formes de ce qui anéantit nos sociétés, il n'y a pas de... C'est extrêmement puissant. Il n'y a pas de forces économiques et commerciales qui peuvent résister à une société, tout comme un pays ne peut pas être envahi s'il est constitué d'un peuple résistant de façon non violente. La résistance non violente anéantit toute perspective de conquête et d'absence de souveraineté d'un pays. Ben, je pense que le libéralisme s'effondre devant ou le matérialisme s'effondre devant le choix personnel, spirituel, de vivre et de consommer et de vivre des relations humaines différentes. Donc pour moi, la non-violence et l'engagement non-violent, il ne prend pas que la forme de manifestations symboliques, elles sont importantes, parce qu'il faut porter des combats, il faut porter des pancartes, il faut faire des sittings et tout ce qu'on fait et tout ça, et je connais tout ça, mais ce qui me pense le plus bouleversant aujourd'hui, c'est des choix de vie personnels et collectifs et en réseau qui sont en train de semer des graines. Voilà. Et puis l'engagement politique et le lien de ces choix personnels avec l'engagement politique, ça j'y crois profondément. Donc oui, sur votre question de cette perspective des bouleversements liés à l'engagement et dans sa forme non violente, j'y crois profondément énormément. Troisième question, où il faudrait être plus synthétique parce qu'il faut intégrer le départ à 17h45. Certains cercles associatifs et militants s'efforcent de renouveler et d'enrichir le débat démocratique. Pensez-vous que des formes de gouvernance puissent être en accord avec une approche s'inspirant des principes de la non-violence ? De votre côté, en avez-vous expérimenté ? Et pouvez-vous éventuellement donner des exemples ? Je vais être très rapide. J'en ai parlé dans la première partie quand je parlais de construire la loi qui concernait les personnes nouvelles arrivantes avec ces personnes-là et de leur donner la capacité de pouvoir porter ce plaidoyer. Ça, c'est synthétique. Non, on m'a demandé de l'aide. Ouais, 3 exemples, je ne serai pas tout à fait aussi rapide, pardon, ça a été un peu... j'ai raconté dans une revue, la revue Projet, j'avais donné quelques-uns, je vous le laisserai, il disait, est-ce qu'on peut encore débattre dans notre pays ? C'était la question que posait au moment des Gilets jaunes, c'était la question que posait la revue du CERAS Projet. Il m'a demandé de témoigner d'une expérience d'élus, de militants associatifs et d'élus locaux, puis d'élus de la nation, sur cette question de la capacité de la délibération dans la paix. En paix et dans le respect, comme on le fait aujourd'hui. En écoutant la différence de l'autre sans s'en offusquer a priori. Et j'ai raconté 2-3 expériences. Un hackathon autour de l'hôpital local qui a été initié par la direction, mais qui a été l'occasion pour des patients, pour des aides-soignantes comme pour des chirurgiens, de repenser l'hôpital dans son fonctionnement, dans ses finalités, etc. Donc l'hackathon, c'est une méthode que vous connaissez, qui est une méthode de démocratie participative, animée, sympathique et tout. Et c'est une expérience qui m'a bouleversé parce qu'elle a contribué à la renaissance de cet hôpital public et à crédibiliser les combats que nous avons portés à l'extérieur pour le pérenniser, le moderniser et l'apporter là où il est. Donc la démocratie comme une force et non pas comme une faiblesse, ça j'y crois profondément. 2, ça a été tout un débat autour d'une autoroute qu'on a empêchée, mais par tous les recours non violents qu'offre la République aujourd'hui, CNDP, débat public, argumentaire, débat scientifique, recherche d'alternatives et tout. Donc un combat de 10 ans qui a abouti à l'abandon d'un projet autoroutier. Donc on n'est pas peu fiers sur un barreau autoroutier qui était une mauvaise idée écologique, mais aussi économique. On a réussi à le démontrer par le débat citoyen et public. Et puis, un dernier point, peut-être, c'est
c'est la question de l'eau qui me préoccupe énormément à travers de la mission d'enquête pesticides, enfin la commission d'enquête que j'ai menée, et le rapport de l'IGDD là, qui vient de sortir est encore plus inquiétant. On est en alerte rouge sur la potabilité de l'eau et sur le territoire en anticipation. Je le dis parce que c'est quoi les processus qui permettent d'éviter les violences? Comment on peut éviter Sainte-Soline? C'est ça la question. J'ai posé la question sur le territoire, je suis animateur d'un truc, c'est si on ne veut pas Sainte-Soline, l'affrontement entre le productivisme agricole contre l'écologie radicale qui donne ces scènes, qui créent une société fragmentée et les risques terribles. Hein. Enfin, Darmanin parle d'écoterrorisme à ce moment-là. Enfin, on est sur une hystérisation, une violence du débat public qui est stupéfiante. Une violence tout court, mais qui enflamme l'hémicycle et qui enflamme tout le réseau social, pas le réseau social numérique, mais tout le réseau social est enflammé par Sainte-Soline. Comment on évite Sainte-Soline? On a essayé, nous, sur le territoire, à travers un projet territorial de gestion de l'eau, de lancer un débat sur l'eau aujourd'hui. On a de la chance, on n'est pas en crise immédiate. Parce que quand on est en crise immédiate, éviter la violence, c'est plus compliqué. Mais quand on peut anticiper, donc ça, la clé que je vous donne, c'est l'anticipation des crises. Regarder la situation actuelle, la mettre à plat, avoir un diagnostic partagé, objectivé, scientifique, faire un travail de prospective, multi-acteurs, et se dire dans 10 ans on va manquer d'eau si on n'est pas plus sobre, si on ne la partage pas, si on ne fait pas des modernisations d'infrastructures et tout, et comment est-ce qu'on hiérarchise l'usage de l'eau potable, de l'eau industrielle, de l'eau énergie, de l'eau agricole, etc. Donc par la délibération démocratique et scientifique, anticiper les crises et éviter que s'installe un contexte de violence qui lui-même empêche de poser les débats de façon sereine et met notre société dans des risques de bascule. Parce que je crains que toutes ces hystérisations du débat et ces violences ne profitent à la fin qu'à l'extrême droite. Voilà, c'est à la fin, in fine, c'est l'extrême droite qui gagne. Donc je crois à cette démocratie à la science et la démocratie. L'invité que je fais pour les vœux cette année, c'était là, c'est Cédric Villani, qui a beaucoup réfléchi à ces questions de science et de démocratie à travers notamment la présidence de l'OPEX, l'Office d'expertise scientifique de l'Assemblée nationale, qui est un des lieux où on confronte science et conscience, et on prépare les conditions d'un débat démocratique. Je crois à tout ça pour l'avoir expérimenté à l'hôpital public, contre une autoroute et pour protéger l'eau en 2050 pour nos petits-enfants, nos petits-enfants. Merci. J'attends avec impatience. Alors maintenant, on va passer aux questions. Il y a pas mal de questions sur la question de la délinquance. Et il y a des remarques, donc il faut les prendre comme ça. L'insécurité, ce n'est pas seulement la peur de se faire voler son sac à main, c'est aussi la peur de perdre son travail et de ne pas en retrouver. C'est aussi savoir si on a les moyens de se soigner, et en particulier sur le manque de production de médicaments, etc. Quelle piste de solution? Donc ça, c'est une remarque. Ensuite, sur la question de la délinquance. Est-ce que la justice est juste, à votre avis? Vous dites vous servir de la justice pour lutter contre la délinquance, mais ne faudrait-il pas créer une justice plus juste avant toute chose? Et comment vous luttez contre les petites délinquances de manière non violente, très concrètement? Alors, sur cette dernière question, je peux renvoyer à un ouvrage du MAN sur tisser des liens avec la non-violence, où il y a des exemples très concrets sur des mesures de réparation, etc. Mais merci de réagir. Alors, peut-être d'abord ma voisine, parce qu'il y a un petit aspect horaire à respecter, puis ensuite Dominique Potier. Ça va être très court, parce que je crois que la première question sur l'ensemble des insécurités qui sont vécues par les personnes, les insécurités alimentaires, liées au logement, liées à l'accès aux soins, etc. En fait, c'est un projet politique global qui peut répondre à l'ensemble de ces insécurités. Donc, comment y répondre? Voilà. Non, mais enfin, ce serait trop long de répondre à cette question. Et voilà, mais c'est forcément un projet politique qui intègre l'ensemble des dimensions. Mais je crois qu'il faut rajouter à la liste, et elle est longue et c'est normal, l'insécurité liée au climat.
qui est, pour moi, l'insécurité matricielle, en fait, dans laquelle nous sommes toutes et tous en train de plonger si on n'arrête pas l'emballement et si on ne trouve pas les solutions qui nous permettent non seulement de réduire cet emballement, mais de nous adapter. Je crois que dans ce sens, on se rejoint. En tout cas, c'est l'angoisse des écologistes, et c'est intéressant qu'on fête les 50 ans d'Humaine cette année, parce que c'est les 50 ans aussi de la première candidature écolo. Donc il y a un petit lien dans cette affaire. Donc voilà, donc c'était le premier point. Et ensuite, le deuxième point, alors je vais répondre juste sur la question de est-ce que la justice est juste. Je crois que oui, en fait. L'institution judiciaire, elle n'est pas injuste dans l'ensemble de sa construction. Ce qui est injuste, c'est l'accès à la justice. C'est la capacité de pouvoir défendre ses droits. Mais je crois que poser la question comme ça jette l'opprobre sur une institution dont on a besoin, parce que c'est la dernière parfois qui nous reste pour pouvoir aller défendre ses droits. Et donc c'est pour ça que moi je pose plutôt, est-ce qu'on est capable d'avoir le même accès à la justice, et est-ce que la justice elle répond à l'ensemble des violences qu'on subit. Et en fait, ça veut dire que, il faut faire évoluer le droit parce que certaines violences ne sont pas encore reconnues. Donc, il n'y a pas de réparation sur des violences qui sont subies. Et 2, il faut que chacune et chacun puisse y avoir accès de manière égale. Oui, quelqu'un a posé la question de la délinquance, c'est pas que. J'ai rien à ajouter, on est tous d'accord. Mais simplement, tout à l'heure, j'ai dit, il ne faut pas que l'énonciation de toutes les violences et toutes les injustices nous fasse oublier celle de la délinquance, notamment pour ceux qui le subissent. Et je le réaffirme ici, quoi. Même jamais je suis minoritaire. Pour le coup, mais ça serait une folie que d'imaginer que le mal logement, le risque de perte de travail, les injustices économiques, dont vous avez compris que je passais mon temps à lutter contre, que je l'ai fait comme élu local, je l'ai fait comme paysan, et je le fais comme militant associatif, et je le fais comme député. Je ne fais que ça. Hein. Je ne vois pas en quoi ça pourrait justifier un laxisme quelconque vis-à-vis d'autres formes de délinquance. Mais au nom de quoi ? Ou alors on ne vit pas dans ces quartiers, on ne sait pas ce que c'est. Comment on peut banaliser une agression physique, un cambriolage, une machin et tout ? Vraiment, je pense qu'il y a là-dessus, si on va là-dedans, on laisse à l'extrême droite, on laisse à la droite l'exploitation de ce sentiment d'insécurité. Et je pense qu'on doit le traiter. Et qu'à gauche, le temps est venu que sans ambiguïté, on se batte contre toutes les formes de violence et d'injustice. Il y a une hiérarchie, c'est évident. Et je veux dire que la deuxième question me trouble encore plus. Est-ce que la justice est juste ? Écoutez, dans une démocratie, il appartient justement que le quantum des peines, par exemple, soit débattu au Parlement. Oui, elle est juste parce qu'elle est issue de la délibération démocratique, protégée par une constitution. Et c'est pour ça que dans la loi immigration, on n'a pas pu faire n'importe quoi, parce qu'il y a une constitution qui a dit qu'il y avait des limites à la folie de la droite et de l'extrême droite à ce moment-là. Et cette constitution, elle nous protège. Et la justice, elle est délibérée sous le couvert d'une constitution et issue d'élections démocratiques. Est-ce que vous avez un système meilleur que ça ? Une justice populaire ? Une justice comment ? Enfin, au nom de quoi ? Non, je veux dire, on est dans une démocratie. On a une constitution qui nous protège. On peut changer la constitution. On peut changer les règles du jeu démocratique. On peut même changer la composition de l'hémicycle. Et je vous y invite, parce que c'est pas terrible aujourd'hui. Hein, donc, à continuer votre effort. Mais de là à dire que la justice n'est pas juste... Alors qu'elle soit faillible, qu'elle n'ait pas assez de moyens, ça je l'entends parfaitement. La lutte contre le narcotrafic, par exemple, qui est un problème immense, ne dispose pas d'assez de moyens. La lutte contre la délinquance financière ne dispose pas d'assez de moyens. Mais moi je suis fier dans mon boulot d'avoir consolidé cette justice, à la fois en faisant en sorte que la petite délinquance puisse être sanctionnée immédiatement, sans passer par des procédures lourdes, comme un PV sur la circulation publique. On peut sanctionner la petite délinquance et obtenir une réparation immédiate. Donc c'est expéditif, mais c'est efficace. Mais je me suis aussi l'auteur de la création d'un département spécifique au tribunal de Paris qui couvre les faits de délinquance des grandes multinationales, avec des magistrats spécialisés qui vont combattre Total, Nestlé, et BNP Paribas, etc., parce que des magistrats formés dans un département spécialisé vont désormais accompagner
et s'opposer à ces cohortes d'avocats qui défendent les profits des multinationales contre les biens communs de l'humanité, etc. Donc je suis à la fois, j'ai voté la capacité à sanctionner de la petite délinquance, comme on a créé le système le plus perfectionné qui laisse la puissance publique à la force des transnationales, qui sont les grandes puissances aujourd'hui les plus néfastes sur notre planète. Et je n'oppose pas les deux. C'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Merci. Autre question qui s'adresse aux politiques, aux AUX, aux différents politiques. Le respect des minorités, le respect de l'adversaire font partie de la communication non violente. Que font vos partis pour rendre le débat politique moins violent? Alors, pour les écologistes, il y a un travail qui a été engagé, il est sûrement très perfectible depuis de nombreuses années sur la manière dont on permet à toutes et tous d'avoir accès aux espaces qu'on dit maintenant de militance, sur la question notamment de l'égalité femmes-hommes, puisque l'ensemble des postes sont paritaires chez les écologistes. Ça permet notamment déjà de changer un certain nombre de rapports de force qui peuvent avoir lieu dans des réunions, dans des débats, etc. Mais les femmes ne sont pas minoritaires, mais en tout cas, elles font partie des groupes opprimés. Sur cette question, on a engagé depuis maintenant 3 ans une réflexion aussi sur la manière dont on a de militer, avec des états généraux de l'écologie, puisque la question c'est vraiment les partis, donc je parle des écologistes, le parti, ce qui a permis aussi de traiter l'engagement des classes, des quartiers populaires et aussi des territoires ruraux, avec un travail remarquable qui a été fait par Marie Pochon notamment, donc députée de la Drôme et que tu connais bien, sur la manière dont les écologistes ont notamment de traiter l'ensemble des questions liées aux ruralités, mais aussi d'intégrer des militantes et des militants qui viennent des ruralités pour pouvoir simplement leur faciliter l'accès à ces espaces de militance. Et puis on a une commission antiraciste et un groupe de travail sur l'antisémitisme qui en fait forme l'ensemble des cadres intermédiaires sur les biais dont chacune et chacun peuvent avoir. Ces biais, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes en soi, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on s'en débarrasse à un moment donné. Et donc on a ces formations qui sont faites pour essayer de devenir un parti le plus inclusif possible, mais le chemin il est encore très long et en fait il changera qu'avec l'ajout de nouvelles forces qui viendront un peu nous titiller, nous dire qu'on doit encore évoluer et c'est tant mieux. Oui, moi, je salue le travail qui est entrepris chez les Verts et de toutes les institutions. Moi, j'ai été proche de plusieurs organisations. Je pense à la Fondation Abbé Pierre, qui a été salie par son fondateur. Je pense à l'Arche avec Jean Vanier. Je pense à l'Église comme grande association qui a été salie par les crimes de la pédophilie, etc. Tout ce travail des grandes organisations, quelles qu'elles soient, dans leur diversité, qui essayent de réparer leurs fautes et d'autre part d'éviter qu'elles se reproduisent. Je trouve que ce travail, il suscite pour moi beaucoup d'admiration parce que faut être capable de faire la vérité. Et les organisations que j'ai données ont fait la vérité jusqu'au bout. Ils se sont donné des moyens au-delà de la justice. Au-delà de la justice, d'aller faire la vérité. Ça a été le cas de l'Église, de plusieurs organisations que j'ai citées et d'autres. Et je prends le mot de se convertir au sens laïque, c'est-à-dire d'éviter que structurellement, systématiquement, ils retombent dans les mêmes erreurs. Et je trouve que ce travail, il faut dire notre admiration pour ce travail parce qu'il est pénible, il est dur humainement, etc. Bon, c'est une épreuve de vérité. Et je trouve qu'il est plutôt à l'œuvre. Et moi, je salue ce que vous faites. Je pense qu'on fait des choses qui sont proches de ça. On doit sûrement, je suis c'est moins les sujets sur lesquels je travaille, mais je pense que le même travail est entrepris dans de nombreux partis politiques et associations pour changer nos manières de faire, etc. Mais la question que vous posiez, elle ne posait pas que sur l'effort que fait une organisation sur elle-même, c'est-à-dire comment des organisations politiques qui pensent pas la même chose peuvent débattre, délibérer et trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire comment on peut faire vivre la démocratie, quoi. Ça, c'est vraiment un sujet. C'est un sujet énorme. Ça renvoie. Alors, c'est trop long, on va pas développer de trop, mais ça renvoie à la question de la façon de délibérer. Est-ce que dans la façon de délibérer, bon, moi je suis très hostile à toutes les marques d'hystérisation du débat public. Je pense que tu partages aussi. Elles profitent. Enfin, je veux dire, le fait que l'extrême droite
pour être concret, se soit comporté de manière policée dans l'Assemblée, et que pour une partie de la gauche, on ait montré le visage qu'on a donné, c'est qu'on a perdu le peuple. Moi, j'entends ça en permanence. J'entends que ça. C'est la forme a effacé le fond. C'est un désastre politique absolu. On va le payer, on l'a payé très cher, on va encore le payer. C'est-à-dire, la forme dit quelque chose du fond. C'est une intuition populaire. On peut penser que c'est con, mais c'est une réalité. Et je pense que toutes les formes d'hystérisation du débat, d'où qu'elles viennent, contribuent à ruiner la réputation de ceux qui l'apportent. Quelle que soit la légitimité des colères, elles sont condamnées immédiatement démocratiquement. Donc elles sont contre-productives. Et elles ne créent pas... Alors ça, c'est la violence des débats, des expressions, du désordre, etc., qui sont tout à fait condamnées sur le plan populaire. Et deux, on a une sorte de compétition dans les joutes oratoires qui relève de celui qui brille le plus, qui va être le plus brillant, qui va le mieux humilier Salut là, ciao, ciao. Embrasse ton enfant. C'est une forme de... Ouais, bravo. La deuxième violence, elle est dans l'esprit de compétition, qui voit les expressions se monter dans une sorte de compétition du plus brillant, de celui qui va le mieux écraser, et parfois le mieux humilier son adversaire. Bon, ça, c'est une autre forme plus classique de la vie politique qui est fondée sur la compétition. Bon. Moi, je suis adepte d'une autre façon de faire, et on est un certain nombre à être dans cette autre façon de faire qui se rapproche peut-être de la culture et de l'idéologie du Man, qui est fondée sur le principe que, si je m'en place à part l'extrême droite, il peut y avoir une part de vérité dans ce que disent les autres, qu'on a intérêt à l'entendre avec respect, et que la compétition politique n'empêche pas ni le respect, ni l'écoute, ni la recherche de compromis. Donc il m'arrive de reporter cette posture humaniste qui est de dire ah, tu penses comme ça, avec un étonnement et une bienveillance, tu penses comme ça, pour ma part je pense autrement. Mais c'est pas tu es nul et j'ai raison, c'est comme parfois on a tendance on peut risquer de l'avoir même voilà, c'est ah bon, tu penses comme ça. Pour ma part, je suis plutôt sur cette idée, mais peut-être que notre dialogue va engager, parce que si le Man dit je suis du côté du bien et tout ce que je dis est bien, et si on ne pense pas comme moi, les forces du mal, non mais je veux dire, ça serait en contradiction, quoi. Donc moi j'essaie dans la vie politique de dire, pour ma part, je pense plutôt comme ça, mais ah bon, tu penses comme ça. Et qu'un dialogue peut se faire. Et je vous assure que sur un certain nombre de sujets, y compris dans mon dialogue avec les patrons de multinationales qui m'ont détesté profondément, j'ai appris des choses, comme j'ai appris avec les syndicats, comme j'ai appris machin. Si on n'est pas dans cette posture, alors on est dans une logique de violence systémique aussi. Le débat démocratique peut lui-même porter dans son essence même, dans sa capacité d'écoute et d'évolution, c'est-à-dire la capacité à dire j'apprends des autres, je n'ai pas la vérité moi-même, je ne suis pas la vérité incarnée, je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Bon. Et pour moi, la politique, elle est belle et elle est à son sommet quand des personnes, avec sincérité, cherchent le bien commun, cherchent la vérité, et considèrent qu'ils ne peuvent pas la posséder tout seuls, parce que nous sommes dans une société, dans une démocratie qui est plurielle, et que chacun des représentants a été désigné de façon populaire, il n'est pas arrivé là par la force de l'épée, etc., et que nous devons ensemble chercher à nous entendre et à nous rechercher. Et je vous assure que cette attitude-là n'enlève rien, mais absolument rien, à notre intime conviction. À ces intimes convictions et à la force des combats pour la justice que nous menons. Elle a une attitude, je crois. Bon, moi, je crois beaucoup. Je reviens sur Éric Ducas, c'est mon dernier mot. La fin justifie les moyens. Je crois le contraire. Je crois que dans les moyens qu'on met en œuvre, on peut, et je vous assure que les quelques combats que j'ai évoqués et qu'on a réussi à porter, même dans l'opposition, ils sont le fruit de cette méthode-là, plus que celle de la compétition ou de la violence. Bien, merci. Cette table ronde s'achève sur ces mots. Et puis ça va nous faire lire Éric de Lucas, qui, je vous assure, c'est vraiment un excellent écrivain. On va passer à la phase de conclusion. Oui, comme en fait la Banque de Bordeaux va partir, j'aurais juste... Jacques Muller, tu n'avais pas voulu intervenir, tu m'as dit j'interviendrai dans le débat. Et il se trouve que on est ici au Parlement, à l'Assemblée nationale, et on a au sein du MAN quelqu'un qui a été sénateur. Donc, il m'a dit, non mais j'interviendrai pendant le débat. Tu as
2 minutes pour nous dire une réaction en tant qu'ancien, qu'en tant que membre du MAN, fondateur et ex-sénateur. Voilà, bon. Moi, j'ai juste envie d'apporter un court témoignage de mon bref passage au Sénat, puisque j'étais pendant 3 ans et demi. J'ai quand même été, à l'époque, profondément heurté par la violence feutrée au cœur d'une maison théoriquement peuplée de sages, les sages du Sénat. Derrière un discours souvent très mielleux ou policé, il y avait des rapports de violence que j'ai trouvés insupportables, quoi. Le fait d'argumenter, de témoigner, d'essayer de convaincre mes collègues sur différents sujets m'avait conduit à me retrouver dans une situation un peu d'extraterrestre. Il y a une copine qui me disait tu joues pas le jeu, arrête de faire croire que tu essaies de convaincre les gens de partager tes idées. Tu sais très bien que ça sert à rien. Ici, on fait du théâtre. Et pour moi, c'était insupportable. C'est allé jusqu'au point que, dans une enceinte quand même de la République, un de mes collègues me disait « Monsieur Muller, taisez-vous. Vous savez que de toute façon, votre amendement ne sera pas repris. L'horloge tourne, il faut qu'on avance. » Mais ça, c'est insupportable. Alors voilà. Par rapport à... Je voulais apporter cet éclairage en disant que finalement, dans les institutions qu'on peut croire tout à fait respectables, il y a des choses épouvantables qui se déroulent, quoi. Parce que derrière ce discours feutré, eh bien, il y a la violence institutionnelle dont on parlait tout à l'heure, la violence économique qui se traduit par des postures ou des positions de collègues qui manifestement sont des porte-paroles de lobby. On avait un monsieur Monsanto, dès qu'il ouvrait la bouche, on savait que ça partait dans ce sens-là, quoi. Et puis, je terminerai là-dessus, des stratégies très affinées de ce qu'on appelle des cavaliers, qui consistent à déposer un amendement assassin qui va impacter un sujet éloigné de celui qu'on traite, mais un sujet extrêmement important pour la population, pour les citoyens ou pour le pays. Donc voilà, je dois dire que ce n'était pas évident du tout et qu'il était très important pour moi de pouvoir se ressourcer avec des copains, notamment du MAN, parce que ce n'est pas facile de rester, comme te disait Dominique, je suis du CCFD aussi, donc je trouvais que ce n'était pas évident de rester non violent, de laisser croire, enfin de se dire l'autre, il a quand même une part de vérité quand on est confronté à une telle violence, quoi. Voilà. Mais, merci. Je propose d'applaudir aussi donc, Dominique Potier qui nous a accueillis. Et on va donner la parole quelques minutes à Étienne Godino et Agnès qui vont essayer de nous tirer une petite conclusion de ces débats. Alors moi j'ai essayé de relever quelques thèmes qui ont été traités aujourd'hui, de pointer quelques pépites, et je les ai classés en 4 rubriques. La première, c'est sur la violence structurelle. On en a cité beaucoup, hein, le climat qui crée une insécurité majeure, les paradis fiscaux dont Dominique Potier nous a parlé, le devoir de vigilance envers la sous-traitance des multinationales, l'accapare monétaire. Hein. C'est des énormes violences structurelles, mais on a parlé aussi des violences sexuelles, on a parlé aussi des libertés associatives qui sont menacées, et on a parlé de la dématérialisation qui éloigne les plus pauvres des institutions.
On a parlé... tout ceci étant dit, Dominique Potier a dit que ça n'empêche pas de sévir aussi contre la petite délinquance, de faire valoir l'autorité, mais avec une visée de réparation et de pardon. Sur la lutte non violente, on a eu des très belles choses. Dominique nous a dit aussi la lutte non violente est le processus le plus puissant de transformation du monde. Ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend ça. Il nous a dit d'excellentes choses d'Éric de Lucas. C'est au moyen qu'on vérifie si la fin est bonne. Et Jean-Marie Muller disait un peu la même chose. On juge une action par ses moyens. Finalement, la fin, ce n'est qu'un commentaire. On a parlé de la désobéissance civile au service du droit, avec l'exemple de Noël Mamère qui célèbre un mariage homosexuel. On a honoré des initiatives non violentes qui ne le disent pas. Par exemple, un salarié EDF qui refuse de couper l'électricité à une famille pauvre, ou un travailleur social qui ne demande pas plus de papier qu'il ne le faut. On a dit que même si la lutte n'aboutit pas toujours, elle transforme les personnes et parfois elle annonce d'autres luttes. Mais qu'en même temps, il faut refuser le flou. C'est tout le débat de la complémentarité et de la fin des moyens. Et une goutte de colorant violent pollue tout un récipient non violent. On a parlé de changement structurel, la dynamique changement structurel et changement personnel. Il faut former des changeurs d'avenir, comme disait Pascal Tozzi. La bataille est aussi culturelle, comme nous disait notre ami député. Non, c'était, je ne sais plus, il disait ça. Une bataille culturelle sur le champ des idées. Anticiper les crises par la prospective, par la délibération scientifique et démocratique. Il y a des outils pour travailler sur ce changement à la fois structurel et personnel. C'est le croisement des savoirs, cher ATD, c'est le théâtre, dont a parlé aussi Pascal. C'est la cohérence personnelle, dont a parlé Dominique, refuser de prendre l'avion si ce n'est pas indispensable. Des choix de vie. Et puis j'ai relevé quelques pépites quand même pour la fin. Je n'ai pas de certitude sur ce sujet. Je trouve que c'est très intéressant, peu importe qu'il s'agisse du contrat d'engagement républicain ou pas, mais entendre un homme politique qui nous dit « je n'ai pas de certitude sur un sujet », je trouve que c'est très rafraîchissant. Ou bien qui nous dit « il peut y avoir une part de vérité chez l'autre ». On a parlé du refus de la fatalité. Alors ça, c'est cher ATD, le refus de la fatalité, affirmer le pouvoir d'agir. La non-violence, chemin de chaque jour, ça a été aussi cité. Et puis faire la vérité dans les organisations et réparer les errements à venir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pointé qui rentrait un petit peu dans l'introduction que nous a présentée Alain Réfalo. Tu veux peut-être ajouter une ou deux choses ? Alors moi, je vais juste ajouter que ce questionnement sur la non-violence politique renforce l'importance d'avoir organisé en fait ce débat aujourd'hui et pose la question, loin d'être naïve, de la conscientisation de la société civile sur les enjeux de la non-violence, avec l'importance de développer un pouvoir d'agir humanisé et humanisant. Nous avons abordé le fait de développer des alternatives en fait très concrètes, de faire du lien dans les luttes, peut-être aussi de favoriser une mise en réseau, d'éviter aussi le travail en silo, et c'est poser aussi la question en fait d'inclure les personnes précaires, démunies, avec tout l'enjeu de la sensibilisation aux luttes, mais aussi penser le développement de la capacité d'agir. On a eu aussi une réflexion sur les violences produites par les institutions et les produits de ces institutions qui sont censés les réduire. On a entendu effectivement que surseoir à la violence et aux incivilités, c'est aussi en analyser les causes pour agir sur celles-ci. Et moi, je mettrais un des points, sans doute, qui a été relevé plusieurs fois, qu'un travail important serait pour nous d'écrire l'histoire, notre histoire, l'histoire des expériences et des luttes actuelles non violentes pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Un travail à réaliser, en tout cas une magnifique après-midi.
Et bien voilà, c'était les 50 ans du MAN qui prônait une non-violence politique et nous sommes très contents d'avoir pu le faire dans ce bâtiment qui est quand même éminemment politique. Pour ceux qui parlent d'histoire, on a fait un colloque à Lyon le 28 septembre. Et sur le site nonviolence.fr, le site préféré du MAN, vous allez pouvoir revoir en vidéo toutes les interventions, dont une intervention de Sylvine Bouffaron, que je tiens à remercier particulièrement. Elle est là depuis ce matin. Elle est presque la dernière à être là avec Dominique, mais qui en a loupé un petit peu. Donc merci Sylvine d'avoir encore une fois sacrifié un peu de ton temps au service du MAN, mais surtout au service de la non-violence. Merci à vous, merci à tous d'être venus, et puis à bientôt.